L'hebdo politique. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur TV 78 et Radio Sensation, dimanche 23 mai, épisode 199. Notre invité ce soir est Ghislaine Senée. L'hebdo politique. Ghislaine Senée, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale depuis 2010 et tête de liste dans le département des Yvelines de la liste menée par Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts pour les élections régionales en Île-de-France. Vous êtes aussi l'ancienne maire de la ville d'Évêquemont, 800 habitants, si je ne me trompe pas, absolument, à peu près. Ghislaine Senée, est-ce que c'est là-bas d'ailleurs que vous avez profité du début du déconfinement qui a débuté mercredi? Et puis, est-ce que d'ailleurs vous avez eu le temps d'en profiter un peu puisque vous êtes en campagne et que le temps doit vous manquer quelquefois? Eh ben pas du tout, j'ai pas pu en profiter. La nouvelle équipe avait justement organisé une petite rencontre sur la place et en fait non, j'ai pas pu être présente. Mais l'avantage. Est-ce que vous avez pour ambition tout de même d'aller en terrasse bientôt, d'aller au musée ou au cinéma? À Évêquemont, nous n'avons pas de terrasse, hein, vous savez, dans oui, ces non, alors villages pas nécessairement à Évêquemont, vous pouvez. Mais oui, j'espère bien pouvoir y arriver, mais je l'ai pas fait encore. Hein. J'ai pas encore été sur une terrasse. Mais c'est pas forcément justement une habitude par ailleurs que nous avons quand on habite dans un village rural. En fait, nous, ce que l'on aime bien, c'est pouvoir se retrouver sur la place du village. Et on espère que ça va pouvoir bientôt reprendre. Vous avez dû voir tout de même ces images un peu partout en France et notamment en région Île-de-France de jeunes qui se sont rassemblés, je parle de jeunes mais aussi de moins jeunes, pour profiter du déconfinement et dépasser un peu parfois les limites, les règles sanitaires et puis l'horaire. Est-ce que vous comprenez cette envie de la jeunesse de vouloir se rassembler, quitte à être un peu dans l'illégalité si je puis me permettre, ou alors vous appelez à la prudence tout de même dans ces premiers temps pour pas que l'on ait à nouveau un pic épidémique? Non mais je pense que le premier soir évidemment c'était évident, il y avait vraiment une réelle envie. Il y a une réelle envie et puis on en a fait des caisses, hein, les ministres aux terrasses de café, montrant que ça y est, disant que Emmanuel Macron absolument, et puis disant que ça y est, on allait sortir du déconfinement, donc c'est normal que le premier soir. Par contre, effectivement, il y a des règles qu'il faut encore respecter, il y a une prudence qu'il faut absolument respecter. On n'est pas encore sorti de cette crise sanitaire et donc voilà. Bon, il y a eu ces premiers soirs, mais maintenant, je pense que tout le monde doit les cafés les premiers, à 21h, s'organiser pour pouvoir les fermer. On a beaucoup parlé des milieux très urbanisés, où on a vu ces foules se rassembler. Qu'en est-il justement dans les villages? Comment ça a été accueilli? Est-ce que là aussi, il y a eu un vrai ouf de soulagement, ou comme vous sembliez le dire au début de l'émission, c'est quand même très différent quand on vit dans ces villages? Moi, je crois que c'est très différent. En fait, on a cette distance qui fait qu'effectivement, il n'y a pas foule dans les rues. Donc, on a toujours eu cette volonté. Enfin, moi, je le vois dans ma rue, de pouvoir continuer en fait à garder un contact avec ses voisins. Donc, effectivement, on n'a pas sorti les tables pour être tous ensemble au milieu de la rue. Mais c'est une tradition que nous avons chez nous. Nous aimons bien. Parfois, le soir, se retrouver et puis partager un moment de convivialité ensemble. Donc tout le monde en a envie. Et donc voilà, ça va pouvoir se remettre en place. Mais par contre, effectivement, il faut, et les équipes municipales doivent le faire, montrer l'exemple et faire en sorte que lorsqu'il y a une heure à respecter, il faut la respecter. Jusqu'au 9 juin, c'est 21h. Ensuite, ce sera 23h. Ce déconfinement rime avec aussi l'accélération de la campagne pour les élections départementales et régionales qui se tiendront le 20 et 27 juin prochain, je le rappelle. Est-ce que c'est difficile de faire campagne dans ces conditions, ou alors avec ce déconfinement tout de même on arrive à retrouver des habitudes de rencontrer du monde, de pouvoir faire des réunions publiques, sachant que vous êtes élu depuis 2010, donc vous avez connu d'autres campagnes, notamment celle de 2015. Non, mais cette campagne est difficile. Cette campagne est difficile parce qu'effectivement, on n'a pas la même capacité à pouvoir se réunir, et notamment simplement avec les militants. Hein. Nous avons fait un lancement de la liste sur Internet. Enfin, normalement, on aurait été au Palais des Congrès de Versailles, on aurait eu tous nos militants. En plus, c'est regroupement de 7 partis politiques, donc on aurait pu avoir vraiment des drapeaux dans la salle. Et là, il a fallu qu'on le fasse sur Internet. Et du coup, vous sentez que c'est difficile de mobiliser les
les gens, les militants? C'est plus compliqué, d'autant plus que effectivement, avant, on avait la possibilité de se retrouver dans un local de campagne et puis être là tous ensemble. Penser ensemble. Donc là, il faut qu'on intègre ça. Il a fallu qu'on l'intègre. On a développé bien évidemment l'outil. Que ce soit Zoom ou Teams, mais pour pas faire ou autre. Mais voilà, pour être ensemble. Mais c'est vrai que du coup la réactivité, et puis le contact est moins présent. Et moi, je m'interroge encore, par exemple, sur le porte-à-porte. Le porte-à-porte dans les secteurs pavillonnaires où on reste à la porte du jardin et on reste à l'extérieur, pourquoi pas, mais le porte-à-porte à l'intérieur dans les immeubles, moi je m'interroge encore aujourd'hui. Vous ne savez pas si vous allez en faire d'ici le 20 juin? Absolument. En fait, il faut qu'on entame. Je pense qu'on va faire des choix parce que voilà, le virus est toujours là. Est-ce que vous pensez que malheureusement, et puis sans que ce soit conscientisé, est-ce que vous pensez que tout de même le contexte et cette drôle de campagne profitent aux candidats sortants dans chacune des régions, et donc en Ile-de-France à Valérie Pécresse, qui elle peut-être a moins besoin de faire campagne, on connaît plus sa politique, elle est aussi plus médiatisée? Oui, moi tout à fait, je pense, mais au même titre que pour les municipales. Il y a forcément une prime, enfin il y a déjà de toute façon de base une prime aux sortants, et là dans ce contexte particulier effectivement c'est beaucoup plus facile pour elle, d'autant plus qu'elle use et abuse de sa position de présidente de région. Enfin c'est facile de faire des promesses en disant ben voilà nous avons aujourd'hui un fonds d'aide d'urgence, résilience pour les commerçants. Eh bien, si je suis élu, eh bien, j'effacerai la dette. Enfin, pour elle, c'est beaucoup plus facile de pouvoir apporter ce type de promesses électorales. Donc oui, ça va être. C'est compliqué, mais d'un autre côté, on est aussi dans un contexte politique difficile. Il y a quand même beaucoup de discrédit. Les gens en ont marre des grandes promesses. Ça, c'est pas du fait du Covid. Ça fait très longtemps. Du Covid, mais je crois que le confinement aussi crée un état d'esprit. Oui, puis on n'a peut-être pas la tête à penser au régional et au départemental quand on a envie d'aller en terrasse ou voir ses amis ou sa famille. Absolument. Enfin, ça on l'a bien vu. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne sont pas encore tout à fait conscients qu'il va y avoir des élections qui arrivent. Oui, là, c'est dans un mois tout pile. Absolument, c'est dans un mois. Et dans les médias, par exemple, on n'a pas encore beaucoup parlé. Ça commence maintenant qu'il y a eu le débat des groupes. Sur TV 78 et Radio Absolument, mais c'est avec grand plaisir que je suis venue. Pour parler de cette campagne, on la voit tout de même virer vers le sujet sécuritaire. Alors, c'est pas nécessairement une prérogative de la région, mais tout de même, ça se s'entrechoque avec l'actualité, Ghislaine Senet. Et puis, vous avez dû voir ces images de la colère des policiers qui ont manifesté un peu partout en France suite aux attaques subies par plusieurs de leurs collègues, notamment une fonctionnaire de police le 23 avril à Rambouillet. Les policiers qui ont manifesté devant l'Assemblée nationale à Paris cette semaine, c'était mercredi, avec un slogan qui a fait beaucoup parler de lui. Le problème de la police, c'est la justice. Est-ce que vous, en tant que responsable politique élu depuis 2010 à la région de France, vous entendez cette colère? Est-ce que vous partagez aussi cette position de manifester avec les policiers qui a été celle de nombreux hommes politiques, dont Yannick Jadot, qui est tête de liste des eurodéputés Verts au Parlement européen et qui est quelqu'un d'important dans votre parti? Est-ce que vous auriez manifesté, vous? Peut-être vous l'avez fait aussi. Non, moi je ne l'ai pas fait et je suis par contre assez contente que Yannick Jadot ait été présent. Mais il a été présent pour rendre hommage, en fait. Il a été présent pour soutenir la force de police. Mais il n'empêche que dans les images, on voit ces slogans et on voit des hommes politiques, donc on est obligé aussi de faire le rapprochement. Bien sûr, non, mais je crois que en fait, il y avait vraiment là, pour cette manifestation un vrai télescopage. C'est-à-dire que il y avait ceux qui allaient pour vraiment dire, mais oui, aujourd'hui, donnons les moyens à nos forces de police. Enfin, la sécurité des biens et des personnes, c'est un des premiers droits citoyens. Et donc, nous, écologistes, nous pensons qu'effectivement, il faut aujourd'hui un vrai pouvoir régalien, en fait, une vraie capacité à donner les moyens aux forces de sûreté, aux forces de sécurité. Et on a aujourd'hui effectivement un vrai sujet lorsque... C'est pas un sujet tabou d'ailleurs pour la gauche, parce que c'est souvent, pas, vous savez, c'est ce qu'on entend très souvent dans les débats, que la gauche aurait un problème avec la sécurité, un peu trop laxiste. Vous n'êtes pas d'accord avec cela? Notamment les écologistes qui sont un peu dépeints parfois comme des, excusez-moi l'expression, mais des bisounours.
Alors, des bisounours ou alors des libertaires qui refusent le moindre respect des règles. En fait, on a vraiment, moi en tout cas, je suis, et je pense que notre parti, malgré les attaques que l'on peut avoir, nous sommes vraiment très républicains. Nous sommes très attachés aux valeurs républicaines, et nous savons que il y a un certain nombre la République s'engage à pouvoir assurer la sécurité des citoyens. Et donc, nous pensons réellement que c'est un droit, une compétence régalienne auquel il faut absolument apporter les moyens, tant dans la rénovation des commissariats de police que dans le recrutement. Mais nous sommes aussi très attachés à la séparation des pouvoirs. Et oui, c'était la question pendant cette absolument, manifestation. Et je pense réellement que c'est un des piliers aussi, une des valeurs fortes de notre République. Nous devons assumer cette séparation des pouvoirs. Vous pensez que des hommes politiques ont pu se faire avoir mercredi dernier en manifestant d'une bonne intention, et puis avec ce... Je ne sais pas si c'est se faire avoir. Enfin, je veux dire, je pense que humainement, chacun avait le choix. Et chez nous, dans notre parti, on respecte ça. C'est-à-dire chacun a oui, parce que a c'est pas le choix le parti de pouvoir... qui a appelé à manifester. Absolument. C'était des personnalités, des personnalités politiques qui ont fait le choix, soit de dire, pour moi, rendre hommage aux victimes et montrer notre soutien, c'est plus important que finalement les revendications je cherche mon mot, mais la volonté, par exemple, de la droite ou de l'extrême droite de vouloir récupérer en fait cette manifestation à leur profit. Pour terminer sur cette sécurité, on peut sur le thème de sécurité, on peut tout de même en parler en lien avec les élections régionales, puisque la région Île-de-France est en charge des transports. On sait qu'il y a des problèmes parfois de sécurité dans les transports en commun, notamment ceux qui se déversent dans la région Île-de-France au bout des lignes, qui sont peut-être moins sécurisés. Est-ce que c'est un axe de campagne pour votre liste, l'écologie, évidemment? Est-ce que vous avez des propositions là-dessus? Absolument, absolument. Nous, par exemple, dans les transports, nous proposons et nous souhaitons mettre en place à ce que ce soit la région qui systématiquement porte plainte lorsqu'il y a des personnes victimes de harcèlement. On sait aujourd'hui que on a s'il y a une forte réactivité, en fait, on a la possibilité de pouvoir résoudre ces affaires. En fait, c'est-à-dire que les personnes qui vont porter plainte, je crois, le chiffre est à 80%. En fait, on peut ce qui veut dire que dès que quelqu'un dès que quelqu'un soit victime de harcèlement, de tout ce que l'on peut subir quand on est dans les transports en commun, eh bien, on mettra à disposition un numéro où ce sera la région qui ira systématiquement porter plainte. Ce qui permettra de pouvoir saisir les bandes vidéo et donc de pouvoir faire en sorte qu'en toute impunité, on ne puisse pas le laisser continuer à faire ça dans les transports en commun. Ghislaine Saunion, on découvre progressivement le programme de chacune des listes. On a pu en découvrir quelques-unes sur votre site internet de campagne. Sur les transports en commun, évidemment, c'est le nerf de la guerre. En Île-de-France, on le sait, entre les trains qui ne sont pas nécessairement à l'heure, en bon état, les embouteillages, la pollution, le manque de services publics aussi dans les zones rurales. Vous proposez à ce propos une solution de transport à moins de 15 minutes de chaque logement dans toute la région. Est-ce que c'est possible concrètement, ça, même dans les zones les plus rurales? Est-ce que c'est pas un coût trop important d'offrir des services publics partout, même si on comprend l'intention, on la partage tous, mais il y a aussi une réalité financière aujourd'hui. Il y a une réalité financière, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas le choix de la gratuité des transports. J'allais vous poser la question. Que fait Audrey Pulvar, notamment? Oui, absolument. Parce que nous pensons effectivement qu'il y a encore de l'investissement à faire dans l'offre de services. Le transport public, c'est pour nous un vrai levier pour pouvoir faire en sorte de répondre en fait à la question de l'urgence climatique. Parce qu'on sait que l'usage individuel de la voiture est un de gros pourvoyeur et de CO2 et de pollution. Et donc nous pensons qu'effectivement le transport public est une bonne solution. À 15 minutes de chez soi, ça ne veut pas dire qu'on fera venir le métro ou le RER à 15 minutes ça sera peut-être plutôt un bus ou... Ce sera bien évidemment, par exemple, le transport à la demande. Le transport à la demande, sur ce dernier mandat, moi j'ai été présidente de la commission offre de transport sur le mandat précédent à la région, j'ai beaucoup travaillé sur le développement de l'offre
l'offre bus, sur l'adéquation d'ailleurs entre le transport ferré structurant et ce transport de dernier kilomètre, offre bus, qui ne se concrétise pas forcément par la mise en place d'énormes bus qui arriveraient dans les villages ruraux, mais en tout cas des navettes qui permettraient de pouvoir offrir réellement la possibilité pour le jeune d'aller à son club sportif ou la personne un peu plus âgée d'aller faire ses courses sur le marché ou rendez-vous chez le médecin. C'est aujourd'hui un impératif. Concrètement à l'échelle de la région, parce absolument. Que chacun va voir son village, mais le nombre de villages qu'il y a en Ile-de-France et de coins, mine de rien, on ne le sait pas assez souvent, mais c'est une région tout de même assez rurale, l'Île-de-France. Absolument. C'est possible financièrement de soutenir ce genre de projet partout en l'espace de 6 ans. C'est absolument possible de pouvoir financer ça. Et puis il n'y a pas que ça. Il faut aussi, par exemple, pour le jeune qui demain va à son sport, enfin à pratiquer son sport, l'idéal c'est qu'il puisse y avoir des infrastructures notamment cyclables pour qu'il puisse y aller en vélo. C'est-à-dire que lorsque le déplacement fait moins de 3 km, en fait, on juge que les personnes peuvent aussi utiliser soit la marche à pied, soit le vélo. Donc bien évidemment, c'est absolument faisable. Nous pensons que même si c'est pas des navettes, des bus, on peut ubériser, en fait, faire un Uber public. Un Uber public. Où nous avons effectivement des taxis, par exemple, qui pourront aller prendre les personnes. C'est absolument pour les transports. Faisable. Vous parliez du vélo, vous proposez d'offrir un vélo à chaque nouveau lycéen de la région. Est-ce que ça va remplacer les PC de Valérie Pécresse qui, elle, offre un PC à chaque entrée au lycée? Alors, en fait, le PC tel qu'il est, c'est un peu le proposé combat aujourd'hui. Non, parce que nous, justement, on est plutôt sur l'avenir. C'est-à-dire que on considère effectivement que la question de l'autonomie du jeune, sa capacité à pouvoir se déplacer plutôt que d'aller le pousser, parce que c'est vraiment une réalité. Nous, dans le milieu rural, nos jeunes, ils font quoi à partir de 18 ans, surtout s'ils ont des parents qui refusent qu'ils aient un scooter, etc. Eh ben, ils vont passer leur permis. Et donc on continue en fait à développer la question de l'usage individuel de la voiture. Et nous pensons qu'il faut donner la possibilité aux plus jeunes de pouvoir se déplacer, ce qui permettrait aussi de sécuriser la question de la voirie, de pouvoir faire ralentir les voitures. Plus on aura de vélos et plus les voitures en grande couronne commenceront à ralentir, notamment sur les départementales, particulièrement les départementales qui traversent nos villages. Ghislaine Senet, parlons aussi de l'économie, puisque depuis la réforme de la loi NOTRe, désormais les régions ont quand même un pouvoir économique qui s'est largement développé, notamment la formation professionnelle, celle des étudiants, des plus jeunes, des alternants, des demandeurs d'emploi. On sait que ça va être un sujet qui va être encore plus dans l'actualité du fait de cette sortie de crise et des aides publiques qui vont pouvoir s'arrêter. Probablement, peut-être que beaucoup de gens vont perdre leur emploi le jour où toutes ces aides publiques vont s'arrêter. Qu'est-ce que sur ce sujet-là, le soutien notamment aux plus fragiles économiquement, vous proposez avec votre liste? Sur la formation professionnelle. Alors malheureusement, la région a perdu la capacité de pouvoir gérer les thématiques sur la formation avec la réforme qu'il y a eu. Mais par contre, nous pensons qu'effectivement, il y a une vraie demande et une capacité de pouvoir travailler sur la reconversion et sur l'accompagnement des plus jeunes. C'est-à-dire ceux qui arrivent aujourd'hui, et notamment avec la déscolarisation qui se fait du fait de cette crise sanitaire, c'est de pouvoir accompagner vers des métiers verts, vers des métiers qui puissent réellement ouvrir à l'emploi. Donc on a Comment vous allez faire ça par le soutien, par exemple, le financement de certaines structures, de certaines entreprises plutôt que d'autres, de centres de formation plutôt que d'autres? Absolument. En fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à moduler et en faire en sorte et d'accompagner en tout cas les entreprises, les organismes vers de l'emploi durable, vers de l'emploi utile et qui soit en conformité là encore avec les accords de Paris. On a aujourd'hui vraiment énormément de moyens, vous l'avez dit. Aujourd'hui, la région apporte de l'argent à des entreprises, à des très grandes entreprises, sans aucune critérisation. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut critériser. Il faut critériser. Alors critériser, ça ne veut pas dire retirer les subventions, mais au contraire, il faut inciter les entreprises à aller recruter sur des métiers
qui sont aujourd'hui en adéquation toujours avec les accords de Paris. Parce que nous, réellement, la vision que l'on porte pour la région, c'est pas une région qui devienne guichet, comme elle l'est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire elle distribue des subventions à tout va pour porter avec ses petits bras de toutes ses forces. Oui, en ces temps de crise, c'est aussi nécessaire, non? Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. En ces temps de crise, absolument. Les aides d'urgence, et on les a toujours votées, elles sont nécessaires. Mais il faut aussi, et c'est le rôle de la région, il faut pouvoir regarder vers le futur, il faut pouvoir planifier. C'est-à-dire aider, mais ne pas aider tout le monde, aider ceux qui ont une démarche plutôt environnementale et sociale. Bien sûr, bien sûr. On le voit aujourd'hui, on a voté la semaine dernière, en commission permanente, 1 million pour Renault, FLA. Moi, je suis du nord des Yvelines. Enfin, mon territoire, structurante. C'est une industrie structurante. Enfin, la construction automobile, ça fait vraiment partie de l'ADN de mon territoire. Sauf que l'on sait aujourd'hui que Renault a choisi le roi à fermer les usines. C'est encore 2600 emplois qui vont être supprimés. Et ils ont bénéficié de 5 milliards de la part de l'État. Que d'ailleurs, Valérie Pécresse, comme nous, sont un petit peu émus du fait qu'il n'y avait pas eu de demande formelle de l'État à ne pas licencier et à ne pas délocaliser. C'est que vous n'auriez pas voté le soutien à 1 million d'euros, vous ne l'auriez pas proposé pas tel quel, c'est-à-dire pas sans contrepartie. Pas sans contrepartie. Il faut absolument s'assurer que l'emploi reste bien en Ile-de-France et en l'occurrence ici dans les Yvelines. Je voudrais aborder, Ghislaine Saunier, un autre point de votre programme, probablement le dernier de cette émission. Une idée assez originale, vous voulez lancer une sécurité sociale de l'alimentation en distribuant chaque mois, si j'ai bien compris, un chèque de 150 € à tous les foyers franciliens. Comme ça, ils pourront ensuite faire des achats, alors pas dans tous les circuits, mais dans circuits pour l'alimentation bien précis. C'est une expérimentation, oui. Là aussi, on se dit, c'est probablement une bonne idée, mais le coût 150 € par famille, ça peut aussi interroger certains auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent. La région ne pourra pas porter vraiment cette idée de sécurité sociale de l'alimentation seule. Et ça, c'est clair. Ce que l'on veut, c'est au moins faire une expérimentation, faire auprès de familles les plus défavorisées. D'abord, ou ça sera tout le temps pour... Non, il faut vraiment d'abord... Non, l'idée, c'est vraiment de généraliser ça. Et ce qui permettrait de pouvoir développer les circuits courts, les circuits de proximité, redonner du souffle à l'agriculture locale. En fait, là encore, comme à chaque fois, nous avons plutôt une vision très écosystème, très systémique en fait des politiques publiques à mettre en œuvre. Et donc l'idée ici est de faire en sorte de pouvoir offrir aux familles la capacité de mieux s'alimenter, ce qui en plus est très vertueux sur les questions de D'accord, santé. donc dans un premier temps, ça sera dédié aux familles les plus fragiles. C'est en tout cas une expérimentation, absolument, tout à fait. Mais c'est vraiment, par contre, un objectif sur le long terme que l'on veut porter. Alors pour appliquer toutes ces idées, il faut remporter les élections régionales, ça paraît évident. Le premier tour se tiendra le 20 juin prochain. Selon tous les sondages que vous allez me dire que vous ne regardez pas ou considérez pas, tout de même, Valérie Pécresse est très bien placée, à plus de 30% des voix. Vous, votre liste, à gauche, entre 10 et 15%, est-ce que vous pensez pouvoir combler le retard et remporter cette élection régionale avec votre liste ? Absolument. Enfin, nous sommes. Mais regardons. On comprend quand on s'investit, mais non, tout de mais même, c'est les pas chiffres tant que ça. aujourd'hui Mais regardons les chiffres dans les mandats précédents. En fait, la gauche est toujours partie séparée. D'accord. Et c'est encore en 2010, et c'est encore le cas, mais c'est normal puisque il y a 3 listes. Nous sommes sur du scrutin de liste. Nous portons des projets. D'accord. Donc c'est tout à fait normal. Et nous avons en 2010, nous étions plusieurs listes de gauche et nous avons remporté la région. En 2014, c'était 2015. Nous étions plusieurs et nous avons perdu à très peu. Donc en fait, vous faites le pari aujourd'hui de listes différentes au premier tour, le rassemblement au second tour, et vous gagnerez comme ça ? Absolument. Mais du coup, ce ne sera pas toutes vos idées qui vont s'imposer, ça sera aussi les idées d'Audrey Pulvar et de Clémentine Autain. Et nous travaillerons ensemble, mais c'est pour ça que nous voulons, nous, écologistes, pouvoir prendre la main, parce que nous voulons aller jusqu'au bout, en fait, des idées que nous portons, que nous partageons, par ailleurs, quand même, fort heureusement. Mais pas la gratuité des transports, par exemple. Est-ce que ça veut dire que si demain il y a alliance entre vos listes, cette proposition sera retenue ? Eh bien, nous pensons que nous sommes favorables avec, par exemple, le Front de gauche sur la tarification sociale. C'est-à-dire, effectivement, apporter la gratuité à certaines catégories de personnes, notamment les plus jeunes. Donc vous arriverez à trouver un terrain d'entente. Donc nous arriverons toujours à trouver, effectivement, et à faire consensus sur ces idées-là. Un mot pour terminer, l'abstention, c'est aussi le risque majeur de cette élection. Elle était de 54% Absolument. Au premier tour en 2015.
On peut penser malheureusement qu'elle sera encore plus importante en 2021. Que dites-vous très rapidement, 30 secondes, à ceux qui nous regardent, nous écoutent, Ghislaine Senet, pour les appeler à voter? Pour vous, évidemment, mais pour toutes les listes aussi. Oui, mais globalement, en fait, il faut, on peut pas critiquer, on peut pas toujours dire que rien ne va et ne pas finalement s'engager pour un projet. Moi, je crois qu'on peut pas continuer. Tout le monde sait, il y a une prise de conscience. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut maintenant faire en sorte que nous mettions vraiment en place dans des actions ce que tout le monde dit, et notamment sur les questions écologiques. Donc, si vous êtes attaché au futur, si vous êtes attaché à l'avenir de vos enfants, si vous voulez vivre dans des conditions beaucoup plus saines, avec un meilleur bien-être, une meilleure qualité de vie, il faut voter, bien évidemment. Pour Écologie, évidemment, qui sera opposée à 10 autres listes pour ces élections régionales le 20 et 27 juin prochain. On rappelle aussi qu'il y a les élections départementales en même temps. Merci beaucoup Ghislaine Senet d'avoir participé à cette hebdo politique sur Radio Sensation et TV 78. Je rappelle que vous êtes la chef de file dans les Yvelines de la liste menée pour les régionales en Ile-de-France par Julien Bayou, candidat des écologistes et de Génération notamment Génération pour l'Île-de-France. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup chers auditeurs et téléspectateurs. Vous pouvez retrouver cette émission en replay audio et vidéo sur les sites et applications et réseaux sociaux de Radio Sensation et TV 78. Merci à tous. Bonne soirée sur vos médias locaux. L'hebdo politique.